L'année était 1503, le mois était août, et la ville de Rome était une fournaise. Une chaleur suffocante, le tristement célèbre vent Sirocco s'abattait sur les 7 collines, tandis que des marais de basse altitude rampaient le tueur invisible, l'Aria Cativa, le mauvais air. Dans le palais apostolique, au cœur fortifié du Vatican, un homme gisait, mourant. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était Rodrigo Borgia, le pape Alexandre VI, le vicaire du Christ, une figure d'un pouvoir si immense et d'une réputation si terrifiante que son nom était murmuré avec un mélange de crainte et de révulsion à travers la chrétienté. Tandis que la fièvre ravageait son corps de 72 ans, une rumeur bien plus sinistre se propagea dans les ruelles fétides de la ville. Le poison. Était-ce la main de Dieu, un jugement divin final sur un pontife notoirement pécheur? Ou était-ce l'œuvre de ses ennemis, un assassinat de sang-froid? Ou, dans le rebondissement le plus sordide de tous, le maître des empoisonneurs avait-il été défait par son propre art mortel? Et maintenant, nous vous demandons de mettre la vidéo en pause et de vous abonner à notre chaîne. Pour que nous puissions continuer à créer des vidéos similaires, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. Pour comprendre le vortex de rumeurs et de réalités qui entoura la mort du pape Alexandre VI, nous devons d'abord remonter le temps, non pas de quelques jours ou semaines, mais de plusieurs décennies, jusqu'à la source même du pouvoir des Borgia. Rodrigo Borgia n'était pas un produit de l'aristocratie romaine ou des grandes familles de banquiers italiens qui avaient longtemps dominé la papauté. C'était un étranger, un Espagnol du royaume de Valence, dont la fortune était irrévocablement liée à son oncle maternel, Alonso de Borja, qui monta sur le trône pontifical en 1455 sous le nom de pape Calixte III. C'est sous le patronage de son oncle que le jeune Rodrigo, beau, intelligent et insatiablement ambitieux, fut fait cardinal et vice-chancelier de la Sainte Église romaine, une position d'un immense pouvoir administratif et d'une grande richesse qu'il occupera pendant plus de 35 ans, servant sous 5 papes différents. Il apprit de l'intérieur la danse complexe et mortelle de la politique romaine, maîtrisant ses rythmes de corruption, de népotisme et de pragmatisme impitoyable. L'Italie de la fin du XVe siècle n'était pas une nation unifiée, mais une mosaïque fracturée de cités, États, de duchés et de royaumes rivaux, tous en lice pour la domination, Milan sous les Sforza, Florence sous les Médicis, le royaume de Naples et la puissante République de Venise. Au centre de cette toile se trouvaient les États pontificaux, un territoire qui était en théorie le domaine temporel du pape, mais qui en pratique était un patchwork de terre contrôlé par de puissantes familles baroniales rebelles comme les Orsini et les Colonna, qui traitaient la papauté comme leur butin personnel. Lorsque le pape Innocent VIII mourut en 1492, le conclave qui s'ensuivit fut un chef-d'œuvre de simonie, une affaire transactionnelle où les votes étaient achetés et vendus avec des promesses de terres, de titres et de ducats sonnants et trébuchants. Rodrigo Borgia, le plus riche des cardinaux, surenchérit sur tous les autres, assurant son élection et prenant le nom d'Alexandre VI. Son couronnement fut un événement d'une magnificence sans précédent, un spectacle destiné à déclarer qu'un nouveau pouvoir redoutable était arrivé. Mais c'était un pouvoir construit non pas sur l'autorité spirituelle, mais sur une fondation d'ambition séculière, d'obsession dynastique et d'une volonté glaçante de sanctifier tous les moyens nécessaires pour atteindre ses fins. C'était un homme de son temps, un prince de la Renaissance drapé dans la robe d'un pontife, et ses principaux instruments de pouvoir n'étaient pas les écritures et la prière, mais ses propres enfants, César, Lucrèce, Giovanni et Giofre, dont les vies et les mariages deviendraient les pièces d'échec de son grand et terrible jeu pour le contrôle de l'Italie. La papauté d'Alexandre VI fut une leçon magistrale de 10 ans sur la consolidation du pouvoir, un règne défini par une atmosphère de paranoïa suffocante et le murmure omniprésent du poison. Dès l'instant où il monta sur le trône de Saint-Pierre, Alexandre agit avec une rapidité à couper le souffle pour assurer sa position, comprenant que dans le nid de vipères de la politique romaine, la vulnérabilité était une condamnation à mort. Son objectif principal était double: écraser le pouvoir des barons romains récalcitrants qui avaient pendant des siècles défié l'autorité papale et taillé dans le chaos des États pontificaux un duché héréditaire pour sa famille, un royaume Borgia qui survivrait à son propre règne mortel,
Ses enfants étaient la clé. Sa fille Lucrèce devint un pion lumineux et tragique, mariée puis démariée par annulation ou par la mort opportune d'un mari, pour sceller des alliances politiques changeantes avec les Sforza de Milan ou la maison d'Aragon à Naples. Son fils Giovanni fut fait duc de Gandia et commandant des armées pontificales, pour ensuite être mystérieusement assassiné et jeté dans le Tibre, un crime que certains murmurèrent avoir été orchestré par son propre frère jaloux, César. Mais c'est César Borgia qui deviendrait le véritable et terrible avatar de l'ambition de son père. Ensemble, père et fils formèrent un partenariat symbiotique d'une efficacité terrifiante. Alexandre, depuis les salles dorées du Vatican, fournissait la sanction papale, l'immense richesse de l'Église et la légitimité diplomatique, tandis que César, sur les champs de bataille ensanglantés de la Romagne, fournissait l'épée, le feu et la peur. Cette campagne de centralisation du pouvoir nécessitait de vastes sommes d'argent, et lorsque les revenus traditionnels de l'Église se révélèrent insuffisants, Alexandre se tourna vers une forme de collecte de fonds plus sinistre. Les cardinaux, les nobles et les riches fonctionnaires qui tombaient en disgrâce auprès des Borgia mouraient souvent subitement, leurs immenses fortunes revenant opportunément au trésor papal. C'est dans ce contexte que naquit la légende de la cantarella, un poison incolore et sans saveur, réputé être une variante de l'arsenic, que les Borgia auraient utilisé avec une précision chirurgicale. L'hôte d'un dîner des Borgia pouvait se coucher en se sentant en parfaite santé pour être saisi d'une violente maladie dans la nuit, mourant dans l'agonie quelques jours plus tard. La peur était palpable. Les ambassadeurs envoyaient des messages codés dans leur pays, leurs dépêches remplies de récits de morts suspectes et du sentiment palpable que personne n'était en sécurité. Les Borgia possédaient-ils vraiment un poison secret et indétectable, ou l'idée du poison était-elle leur arme la plus efficace? Dans un monde d'allégeances changeantes, la peur d'un calice empoisonné suffisait à maintenir les alliés hésitants dans le rang et à terrifier les ennemis potentiels jusqu'à la soumission. La vérité est probablement un mélange des deux. L'arsenic était un poison bien connu, et son utilisation dans l'Italie de la Renaissance était loin d'être propre aux Borgia. Mais eux, avec leurs origines étrangères, leur népotisme flagrant et leur succès impitoyable, devinrent le symbole ultime de cet art sombre. Leur réputation devint une prophétie auto-réalisatrice. Chaque mort subite dans leur entourage leur était attribuée, chaque maladie considérée comme l'œuvre lente de la cantarella, cimentant leur image de figure diabolique qui avait maîtrisé la chimie de la mort elle-même. Le véritable moteur de l'entreprise Borgia, l'incarnation de sa volonté impitoyable, était César Borgia. L'histoire se souvient de lui à travers les yeux froids et calculateurs de Nicolas Machiavel, qui voyait en César le modèle parfait de son prince idéal, un homme libéré de la morale conventionnelle, qui comprenait que le pouvoir ne repose pas sur la bonne volonté, mais sur l'application judicieuse de la violence et la culture de la peur. Initialement destiné à l'Église, comme son père, César fut fait cardinal à l'âge tendre de 17 ans, une position qu'il méprisait. C'était un homme d'action, un guerrier piégé dans les robes pourpres d'un ecclésiastique. Le meurtre de son frère Giovanni en 1497, un crime qui reste l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire, s'avéra être l'opportunité de César. Qu'il en soit responsable ou non, il en bénéficia immensément. Il renonça à son cardinalat, la première personne de l'histoire à le faire, et endossa le rôle de son frère en tant que bras séculier et militaire de la papauté. Avec la bénédiction de son père et un flot d'or papal, César se lança dans une série de campagnes militaires brillantes et brutales dans la région de la Romagne, en Italie centrale. Son but, et celui d'Alexandre, était de démanteler systématiquement le pouvoir des petits tyrans qui gouvernaient des villes comme Imola, Forlì et Urbino, et de les unifier en un seul État centralisé sous son commandement personnel. Sa devise était « Au César, au nihil », soit César, soit rien, une déclaration d'ambition si totale qu'elle ne laissait aucune place au compromis. Il était un maître de la stratégie, mais aussi de la traîtrise. Lors d'un incident célèbre, il invita ses capitaines mutins, eux-mêmes des mercenaires brutaux et expérimentés, dans la ville de Senigallia sous prétexte de réconciliation, pour ensuite les faire saisir et étrangler. Machiavel était présent et rapporta l'événement avec une admiration détachée pour son efficacité pure et amorale.
Cette campagne de conquête fit des Borgia la famille la plus crainte et la plus haïe d'Italie. Chaque ville que César conquérait, chaque seigneur qu'il déposait, créait un nouveau réseau d'ennemis vengeurs, jurant leur destruction. La famille Orsini, l'un des grands clans romains, autrefois alliés, devint leur ennemi le plus acharné après la trahison de César à Senigallia. Les grandes puissances européennes observaient avec alarme. Venise craignait la croissance d'un État fort en Italie centrale. La France, un allié clé, commença à voir l'ambition des Borgia comme une menace pour ses propres intérêts italiens. Le succès de César était inextricablement lié à la vie de son père. Seul le statut de pape d'Alexandre donnait à César la légitimité et les ressources pour mener ses guerres. Sans le pape, César n'était qu'un autre seigneur de guerre, son duché nouvellement forgé un château de cartes, attendant le moindre souffle pour s'effondrer. Cette dure réalité, comprise de tous, signifiait que la santé du pape de 72 ans était un sujet de spéculation politique intense. Sa mort ne créerait pas seulement un vide de pouvoir au Vatican. Elle déclencherait l'effondrement complet et immédiat de tout le projet Borgia. Les enjeux ne pouvaient être plus élevés. Pour les ennemis des Borgia, assassiner le pape n'était pas simplement un acte de vengeance. C'était une nécessité stratégique, le seul moyen sûr de détruire César et tout ce qu'il avait construit. L'air à Rome s'épaissit non seulement de la chaleur estivale, mais aussi de complots et de contre-complots, créant les conditions parfaites pour la catastrophe à venir. L'acte final du drame des Borgia commença, comme il se doit, lors d'un dîner. Le soir du 5 août 1503, le pape Alexandre et son fils César étaient les invités d'une villa à la périphérie de Rome, appartenant au riche cardinal Adriano Castellesi Cornetto. La ville était en proie à ce que les Romains appelaient la canicula, les « jours du chien de l'été », une période notoire pour sa chaleur oppressive et les fièvres mortelles qui balayaient la population. La villa, située sur une colline, était censée offrir un répit de l'air vicié de la ville, l'aria cativa que l'on accusait de la peste saisonnière. C'est à ce dîner que la version la plus célèbre, la plus dramatique et la plus contestée des événements se serait déroulée. L'histoire, popularisée par des chroniqueurs ultérieurs hostiles aux Borgia, est un chef-d'œuvre d'ironie sombre. Selon ce récit, Alexandre et César étaient arrivés à la villa du cardinal avec une intention sinistre, empoisonner leur hôte. Le cardinal Cornetto était immensément riche, et sa mort aurait commodément transféré sa fortune et ses précieux bénéfices dans les coffres des Borgia, fournissant des fonds bien nécessaires pour les campagnes militaires en cours de César. Le plan était simple et typique des Borgia. Un serviteur, loyal à César, devait servir la cible avec un flacon de vin empoisonné spécialement préparé. Mais, dans un retournement digne d'une tragédie grecque, une erreur fatale se produisit, soit par une bévue du serviteur, soit parce que le pape, souffrant de la chaleur, demanda à boire avant que la coupe empoisonnée n'ait été correctement présentée. Les flacons furent intervertis. Le pape et son fils furent servis du poison même qu'ils destinaient à un autre. Ils burent abondamment, scellant leur propre destin. Cette version de l'histoire est presque trop parfaite, trop poétiquement juste. Les grands empoisonneurs, défaits par leur propre arme de prédilection, elle joue directement sur le mythe des Borgia en tant que figure d'un mal presque surnaturel, puni d'une manière qui reflétait parfaitement leur propre péché. Le récit se répandit comme une traînée de poudre, devenant la vérité acceptée pendant des siècles. Il expliquait clairement pourquoi non seulement le pape et César tombèrent malades, mais aussi leur hôte, le cardinal Cornetto, qui souffrit également d'une maladie violente, bien que non fatale. Dans cette version, il était la victime désignée qui s'en était tirée de justesse. Mais à mesure que nous épluchons les couches de propagande et de rumeurs, ce récit cinématographique commence à s'effilocher. Il repose fortement sur des ouïs, dire et sur les récits d'hommes écrivant avec un agenda politique clair pour diaboliser la famille Borgia désormais déchue. Il n'existe aucun compte-rendu de première main fiable du dîner lui-même qui confirme un tel complot. L'histoire des gobelets échangés n'apparaît que dans des chroniques écrites des années, parfois des décennies, après l'événement. S'agissait-il d'un événement réel, d'un assassinat raté qui a spectaculairement mal tourné? Ou était-ce une fiction commode, une histoire conçue après coup pour fournir une explication simple et moralement satisfaisante à un événement complexe et terrifiant? L'ironie dramatique est fascinante,
Mais la vérité pourrait être quelque chose de bien plus banal, et à sa manière, de bien plus terrifiant. Mettons un instant de côté le récit sordide du vin empoisonné et des flacons intervertis, et abordons les événements d'août 1503 non pas comme un dramaturge, mais comme un médecin légiste. Le lendemain du dîner fatidique à la villa du cardinal Cornetto, le pape Alexandre et son fils César furent tous deux terrassés par une violente maladie. Les récits contemporains, en particulier les dépêches des ambassadeurs vénitiens et florentins et le journal détaillé du maître des cérémonies pontificales, Johann Burchard, fournissent une liste de symptômes cliniques bien horrifiante. Ils commencèrent par une fièvre soudaine et intense, qui survenait par vagues implacables et récurrentes. Celle-ci était accompagnée de violents épisodes de vomissements et de douleurs d'estomac atroces. Au fur et à mesure que la maladie progressait, elle se transforma en ce qui fut décrit comme un flux de sang, ou dysenterie. Pendant des jours, les deux hommes les plus puissants de Rome furent confinés à leur lit, prosternés par une affection qui les vida de toute leur force. Maintenant, considérons le profil classique de l'empoisonnement à l'arsenic, le candidat le plus probable pour la légendaire Cantarella. Bien que l'arsenic provoque de graves troubles gastro-intestinaux, les symptômes décrits ne correspondent pas parfaitement. L'empoisonnement aigu à l'arsenic implique souvent une sensation de brûlure dans la gorge, des difficultés à avaler et des symptômes neurologiques plus prononcés comme des convulsions ou un délire, qui ne figurent pas de manière proéminente dans les récits les plus fiables de la maladie d'Alexandre. La progression de la maladie des Borgia, avec sa fièvre élevée intermittente caractéristique, pointe vers un coupable différent, un coupable qui hantait Rome depuis des millénaires. Nous devons revenir à l'aria cativa, le mauvais air. Les Romains n'avaient pas tort de le craindre. Ils en comprenaient simplement mal le mécanisme. Le mauvais air ne transportait pas un miasme empoisonné depuis les marécages, mais il transportait quelque chose de bien plus mortel, le moustique anophèle. Les points d'eau stagnantes dans et autour de la ville étaient des lieux de reproduction parfaits pour ces insectes, qui étaient les vecteurs du parasite Plasmodium falciparum, l'agent de la forme la plus létale du paludisme. Le paludisme à falciparum, également connu sous le nom de fièvre tierce, se caractérise précisément par les symptômes manifestés par Alexandre et César: fièvres élevées récurrentes, frissons, maux de tête, nausées, vomissements et dans les cas graves, des complications comme l'insuffisance rénale et les selles sanglantes. C'était un fléau annuel à Rome. Chaque été, alors que la chaleur et l'humidité augmentaient, la fièvre romaine fauchait des milliers de vies, du plus pauvre des roturiers au plus haut des prélats. En fait, les archives historiques montrent que l'été de 1503 fut une année particulièrement mauvaise pour la fièvre. De nombreuses autres personnes dans la ville, y compris le cardinal Cornetto, leur hôte, furent également frappés. Le fait qu'Alexandre, César et leur hôte soient tous tombés malades en même temps ne pointe pas nécessairement vers une seule coupe de vin empoisonné. Cela pourrait tout aussi bien, et peut, être plus plausiblement, pointer vers une seule soirée passée dans un lieu infesté de moustiques. Les trois hommes, assis ensemble dans une villa au sommet d'une colline au crépuscule, auraient été également exposés aux piqûres d'insectes infectés. La vérité banale peut être que le pape n'a pas été abattu par la main d'un assassin, mais par la piqûre d'un insecte, un événement biologique aléatoire qui ne tenait aucun compte du pouvoir, de la richesse ou du rang. Cette explication manque du drame satisfaisant du complot d'empoisonnement, mais elle correspond beaucoup plus étroitement aux preuves médicales et à la réalité épidémiologique de la Rome du XVIe siècle. Que l'agent fût un composé chimique ou un parasite microscopique, son effet sur le pontife de 72 ans fut catastrophique. Ce qui suivit le début de la maladie fut une descente de 12 jours dans un enfer bien réel, une période d'agonie méticuleusement, presque cliniquement, documentée par l'omniprésent maître des cérémonies, Johann Burchard. Tandis que César, plus jeune et plus fort, luttait contre la maladie dans ses propres appartements, le corps vieillissant du pape commença à défaillir de la manière la plus horrible qui soit. La fièvre était implacable, un feu dans son sang qui ne pouvait être éteint. Il fut saigné à plusieurs reprises par ses médecins, le traitement standard de l'époque, une pratique qui n'aurait fait que l'affaiblir davantage, épuisant son corps de ses fluides et hâtant son déclin. Il fut confiné dans ses appartements du Vatican
les fenêtres scellées contre le redoutable mauvais air, transformant la pièce en une étuve suffocante et sans air. On ne peut qu'imaginer la scène. Le pape, autrefois une figure d'une présence physique et d'une vitalité imposante, maintenant réduit à une épave gémissante et délirante, ses somptueux vêtements pontificaux remplacés par des draps de lit trempés de sueur. Les détails sensoriels qui nous sont parvenus sont à vous retourner l'estomac. La chambre devait sentir la maladie, la sueur, le sang et les concoctions aromatiques frénétiques de ces médecins impuissants. Au fil des jours, une transformation grotesque commença à s'opérer. Bourchard et d'autres témoins oculaires décrivent comment le corps du pape commença à se putréfier alors qu'il était, techniquement, encore en vie. Une condition probablement exacerbée par la fièvre extrême et une circulation défaillante, ses tissus commencèrent à se décomposer. Sa peau prit une teinte sombre, meurtrie, presque noirâtre. Son visage, autrefois beau et imposant, enfla en un masque méconnaissable de chair boursouflée. Sa langue devint si enflée qu'elle remplit toute sa bouche, dépassant d'entre ses lèvres, elle-même gonflée et noire. Son corps devint un symbole vivant de la corruption, une manifestation physique de la décomposition morale dont ses ennemis l'avaient longtemps accusé. Le 18 août, après 12 jours de tourments incessants, Alexandre Sixte succomba enfin. Il avait reçu les derniers sacrements, mais l'horreur pure de sa décomposition physique semblait, aux yeux des spectateurs horrifiés, le signe de quelque chose de plus que la simple maladie. Elle fut perçue comme une fin diabolique, une damnation physique qui présageait une damnation éternelle. L'homme qui avait commandé des rois et remodelé la carte de l'Italie avait été conquis de l'intérieur, son corps transformé en un réceptacle d'une décomposition si spectaculaire qu'elle semblait se moquer de la notion même d'infaillibilité et de sacralité pontificale. Les récits viscéraux et sans concession de ces derniers jours assurèrent que sa mort ne serait pas commémorée comme une tragédie, mais comme un spectacle grotesque, l'acte final et horrible de l'opéra sombre des Borgia. La mort d'un pape est toujours un moment d'une immense signification, mais la mort d'Alexandre Sixte fut suivie d'une scène de chaos et de dégradation sans précédent dans l'histoire de la papauté. Au moment où son dernier souffle angoissé fut rendu, l'ordre soigneusement maintenu du palais apostolique se dissolut. Les serviteurs mêmes qui l'avaient assisté, qui s'étaient inclinés devant lui quelques jours plus tôt, fondirent sur ses appartements privés comme des vautours. Ils dépouillèrent les pièces, pillant tapisseries, argenteries et meubles, arrachant même les vêtements de son cadavre encore chaud. Son corps, devenu un objet de révulsion plutôt que de vénération, fut abandonné pendant un certain temps, laissé à se décomposer dans la chaleur accablante du mois d'août. Ce fut Johann Burckhardt, le dévoué maître de cérémonie, qui se retrouva avec la tâche macabre de préparer le pontife pour l'enterrement, ce dont il fut témoin et qu'il rapporta à hanter les historiens pendant des siècles. Le processus de putréfaction, déjà avancé de son vivant, s'accéléra à une vitesse terrifiante après sa mort. Le corps enfla jusqu'à des proportions grotesques, perdant toute forme humaine. Bourchard écrivit que sa longueur et sa largeur devinrent presque égales, une parodie boursouflée et monstrueuse d'une forme humaine. La peau prit la couleur du drap le plus noir, et un fluide immonde et corrompu commença à suinter de ses orifices. La puanteur était insupportable. Quand les charpentiers arrivèrent avec le cercueil, ils le trouvèrent trop petit. Le cadavre papal, qui aurait dû être traité avec la plus grande solennité, fut soumis à une dernière et brutale indignité. Bourchard décrit comment les porteurs, avec peu de révérence, roulèrent le corps sur un drap et, avec leurs poings et leurs pieds, commencèrent à pilonner et à pousser la masse en putréfaction dans la boîte en bois. Au cours de ce processus horrible, le corps libéra une dernière rafale explosive de gaz fétide, une ultime exhalation de corruption. Ce spectacle terrifiant ne fut pas une affaire privée. Les portes du Vatican furent finalement ouvertes et le peuple romain, ainsi que le clergé et les dignitaires étrangers, furent autorisés à défiler devant le corps exposé dans la basilique Saint-Pierre. Ce qu'ils virent confirma toutes les sombres rumeurs. Le cadavre monstrueux, noirci et en décomposition, fut considéré comme la preuve irréfutable de l'histoire du poison et, plus encore, comme le signe d'un pacte avec le diable. Pour ses ennemis, ce fut la victoire de propagande ultime. La décomposition physique du corps d'Alexandre
devint une métaphore puissante de la décomposition morale de sa papauté. C'était comme si ses péchés, sa luxure, son avidité, sa simonie, son ambition impitoyable s'étaient manifestés physiquement, faisant pourrir sa chair de l'intérieur et laissant derrière lui un témoignage de sa damnation à la vue de tous. La charge sacrée de la papauté avait été occupée par un homme dont la fin était si indiciblement vile qu'elle dépouillait toute prétention à la sainteté, ne laissant que le souvenir d'une mortalité terrifiante et grotesque. La mort d'Alexandre VI ne fut pas simplement un événement personnel ou spirituel. Ce fut un tremblement de terre politique qui envoya des ondes de choc à travers la péninsule italienne, brisant le rêve des Borgia en un instant. Tout l'édifice du pouvoir des Borgia, si soigneusement et impitoyablement construit sur une décennie, reposait sur un seul pilier, l'autorité papale d'Alexandre. Ce pilier disparut, toute la structure s'effondra. Le facteur critique de cet effondrement fut la propre maladie de César Borgia, qu'il souffrit de la même fièvre paludéenne que son père, ou qu'il eût en effet ingéré une dose sublétale de poison, le résultat fut le même. Au moment précis où il avait besoin de toute sa force, de sa ruse et de sa redoutable présence pour assurer son avenir, il était prosterné, délirant de fièvre et totalement incapable d'agir. Comme il le lamenterait plus tard à Machiavel, il avait tout prévu en cas de décès de son père, sauf une chose, qu'il serait lui-même au seuil de la mort au même moment. La nouvelle de la mort du pape et de la maladie de César fut le signal que tous leurs ennemis attendaient. C'était une invitation ouverte à la vengeance. La famille Orsini, dont César avait traîtreusement exécuté les chefs, leva immédiatement une armée et marcha sur Rome, assoiffé de sang Borgia. Les Colonna, l'autre grand clan baronial romain écrasé par Alexandre, resurgirent de l'exil pour récupérer leurs terres perdues. Les villes de la Romagne, que César avait conquises par la violence et la peur, commencèrent une à se rebeller, renversant leurs gouverneurs nommés par les Borgia. Le duché de Romagne, soigneusement bâti, cœur prévu d'un nouveau royaume Borgia, se dissolut à nouveau dans le chaos en quelques semaines. Le collège des cardinaux, désormais libéré de la présence intimidante d'Alexandre, s'empressa d'élire un successeur. Ils choisirent un candidat de compromis, Francesco Todeschini Piccolomini, qui devint le pape Pie III. Son règne, cependant, ne dura que 26 jours avant qu'il ne succombe lui aussi à la maladie. Le conclave suivant vit le triomphe final et poétique du plus grand ennemi des Borgia, le cardinal Giuliano della Rovere. Rival acharné qu'Alexandre avait contraint à l'exil pendant des années, de la Rovere fut élu pape sous le nom de Jules II. Connu comme le pape guerrier, Jules était tout aussi ambitieux et impitoyable qu'Alexandre, mais son ambition était pour l'Église, pas pour sa famille. Il entreprit immédiatement de défaire l'héritage des Borgia, saisissant systématiquement les possessions restantes de César pour la papauté. César, désormais général sans armée et duc sans duché, fut arrêté. Il finirait par s'échapper, pour mourir de la mort d'un soldat quelques années plus tard, en combattant comme mercenaire en Espagne. Le grand projet était terminé. Une seule mort, que ce soit par poison ou par la peste, avait suffi à réaligner complètement la carte politique de l'Italie, démontrant avec une clarté brutale la nature fragile et personnelle du pouvoir dans l'Europe de la Renaissance. 5 siècles plus tard, la question demeure, suspendue dans l'ambre de l'histoire. Était-ce le poison ou la peste? Pesons les preuves comme un tribunal d'enquête, examinant les arguments pour chaque cas, tamisant les couches de propagande, de mythes et de réalité médicale. La thèse de l'empoisonnement est, sans aucun doute, le récit le plus captivant. Elle repose principalement sur la redoutable réputation des Borgia. Ils avaient cultivé une image de maître de l'assassinat, et donc, lorsqu'ils moururent d'une manière qui semblait suspecte, le poison fut la conclusion la plus naturelle et la plus largement acceptée. Le moment est crucial pour cette théorie. La maladie frappa directement après un dîner avec un riche cardinal qui était une cible logique d'expropriation. Le fait que le père et le fils tombèrent malades simultanément suggère fortement une source commune, et un flacon de vin empoisonné fournit une explication nette et dramatique. Les récits de chroniqueurs contemporains comme Paolo Giovio et Francesco Guicciardini, bien qu'écrits plus tard et avec un parti pris anti-Borgia évident, détaillent explicitement l'histoire des gobelets échangés et du complot d'assassinat raté. Pour les nombreux ennemis des Borgia, ce récit n'était pas seulement crédible, il était nécessaire.
il offrait une fin moralement cohérente à un règne moralement corrompu. Cependant, la thèse de la peste, du paludisme, est sans doute plus solide d'un point de vue scientifique et historique. Le lieu et la période de l'année Rome dans la chaleur suffocante d'août étaient le terrain de reproduction parfait pour le moustique anophèle et le paludisme mortel à falciparum qu'il transportait. La fièvre romaine était un tueur connu et terrifiant, responsable d'innombrables morts chaque été. Les symptômes méticuleusement enregistrés par les témoins oculaires, les fièvres élevées récurrentes, les vomissements, la dysenterie, correspondent parfaitement aux symptômes d'une infection palustre grave, bien plus qu'à un empoisonnement classique à l'arsenic. De plus, il n'y avait pas qu'Alexandre et César qui tombèrent malades. Leur hôte, le cardinal Cornetto, la cible supposée du complot d'empoisonnement, contracta également une forte fièvre, tout comme de nombreuses autres personnes au Vatican et dans toute la ville pendant cette même période. Une épidémie à l'échelle de la ville offre une explication beaucoup plus logique à la maladie généralisée qu'une série d'empoisonnements coordonnés mais distincts. Le déclenchement simultané de la maladie chez Alexandre et César pourrait facilement s'expliquer par le fait qu'ils aient tous deux été piqués par des moustiques infectés au cours de la même soirée à la villa du cardinal Cornetto. L'histoire du poison, bien que théâtralement satisfaisante, nous oblige à croire à un niveau d'incompétence un serviteur maladroit, une coupe intervertie qui semble en contradiction avec la réputation de cruauté et d'efficacité des Borgia. La théorie du paludisme ne nous demande que d'accepter que le pape, comme tout autre être humain de son temps, était vulnérable aux dangers naturels de son environnement. En fin de compte, la puissance durable de l'histoire des Borgia ne réside pas dans les détails médico-légaux de la mort d'Alexandre, mais dans la question profonde de savoir pourquoi le mythe du poison a si complètement éclipsé la probabilité de la maladie. Le récit de l'empoisonnement a survécu pendant 500 ans parce que c'est une meilleure histoire. C'est un conte d'Ibrie et de Némésie, une tragédie grecque jouée au cœur de l'Église catholique. Il présente un monde gouverné par l'action humaine, où le mal n'est pas une force aléatoire mais une stratégie calculée, et où la justice, aussi sombre et tordue soit-elle, finit par prévaloir. Une mort par la fiole d'un conspirateur est le reflet de la vie du défunt. Elle implique que la fin d'Alexandre fut une conséquence directe de ses actions, une récolte de ce qu'il avait semé. Elle transforme l'histoire en une moralité, avec un méchant clair et une conclusion satisfaisante de justice, bien que macabre. En revanche, une mort par piqûre de moustique est frustrante de banalité. Elle est aléatoire, impersonnelle et sans grand dénouement. Elle ne parle pas des grands thèmes du pouvoir et de la corruption, mais de la fragilité biologique du corps humain. Elle réduit ce pontife plus grand que nature non pas à une âme damnée recevant son juste châtiment, mais à une simple statistique, une autre victime de la fièvre romaine annuelle. La vérité historique est que la cause de la mort du pape Alexandre VI importe beaucoup moins que le monde qu'il habitait et qu'il a contribué à créer un monde si imprégné d'intrigues, de trahison et de violence qu'une mort par poison était non seulement plausible, mais, dans l'esprit de ses contemporains, presque une certitude. Le véritable poison n'était pas la cantarella dans un gobelet de vin, c'était l'ambition insatiable qui l'animait, le népotisme qui définissait son règne et le climat de peur qu'il perfectionna comme instrument d'État. Lui et César avaient injecté une toxine dans la vie politique de l'Italie, et que sa propre mort soit venue d'un poison similaire ou de la piqûre irréfléchie d'un insecte, le résultat fut une fin tout aussi catastrophique à un règne spectaculaire et terrifiant. Son héritage n'est pas un mystère médical, mais une leçon intemporelle sur la nature corruptrice du pouvoir absolu et sur la mortalité grotesque, souvent ignominieuse, qui attend même ceux qui siègent sur les plus hauts trônes du monde.